J'ai grandi dans des milieux plutôt simples en fait. Donc on m'a enseigné des valeurs voilà, qui sont du respect, de ne pas se sentir supérieur, de se mettre... Oui, les gens du Nord. Les secrets de l'écrivain Franck Thillier, l'humilité, la gentillesse, la fidélité. 23 livres à son actif et le petit dernier tiré à 180 000 exemplaires. Pourtant, le roi du polar, lui aussi, a eu les pétoches. J'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais ado. Jusqu'à, je dirais, 29 ans, j'ai fait des cauchemars en fait. Franck Thillier nous offre une leçon de vie, de persévérance, quand aucun éditeur ne voulait publier ses livres au tout début. Oui, d'y croire, je pense que c'est le moteur. Il faut y croire tout le temps et encore aujourd'hui, oui, pour que ça continue. Franck Thillier est notre invité dans Entre vous et moi. Pensez à vous abonner, un clic, un commentaire et retrouvez toutes nos interviews également sur le podcast d'Entre vous et moi. Bonjour à tous. Bonjour Franck. Bonjour. Quelle joie, quelle joie. Non seulement parce qu'on est tous les deux du Nord, donc à tous ceux qui nous écoutent du Nord, On passe le bonjour. Ouais, on passe le bonjour. Quelle simplicité. Waouh. Les gens du Nord, c'est normal. Les gens du Nord, alors pas forcément de naissance, on va y venir, mais en tous les cas, vous avez le Nord dans votre cœur maintenant, je crois, c'est ça hein. Oui, oui. En fait, j'ai passé ma vie dans le Nord, puisque je suis né à Annecy, ouais. Effectivement. Haute-Savoie. Oui, Haute-Savoie, mais juste parce que mes parents étaient en déplacement. Donc, ma mère a accouché à Annecy, mais c'était déjà, on habitait déjà le Nord, enfin, ils habitaient déjà le Nord, et toute la famille, les Thillier, sont dans le Nord depuis aussi loin que je sois remonté vers les années 1600. Donc voilà, donc des vraies familles de là-haut, et ce sont mes racines. Donc moi, j'y ai vécu et j'y suis encore aujourd'hui. Ouais. Question que je pose toujours aux invités. Tu ou vous? On peut faire tu, moi, ça me va complètement. Bah, moi aussi, oui, alors. Bon, bah, tu alors. Allez. Salut Franck. Salut. On a mis le dernier, le petit bébé là, tiré à 180 000 exemplaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de l'édition, c'est énorme, 180 000 exemplaires pour une première sortie. C'est vertigineux, non? Oui, oui, c'est des chiffres qui, moi-même, me font un peu peur. C'est vrai que c'est des tirages exceptionnels. Hein. Quand on connaît un peu les stats de vente de livres en France, la moyenne d'un livre, c'est aux alentours de 800 exemplaires. Alors, l'un des plus grands noms du polar français sur le podium des romanciers qui font peur. Oui. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus, à la fois à l'international, dont les États-Unis. Donc, les Thillier sont connus aussi là-bas, outre-Atlantique. Tu parlais de vertige. Est-ce qu'on a le vertige? Oui, oui, oui. Il y a toujours un moment d'ambivalence, en fait, à la sortie d'un livre, quel que soit le livre. C'est une joie immense, évidemment, de dire ça y est, il y a le nouveau bébé qui sort. Et puis il y a effectivement cette pression de se dire, il y a des gens, il y a une attente qui s'est créée, il y a des gens qui vont avoir envie de le lire, de le comparer à d'autres, enfin d'autres de mes livres en disant, voilà, est-ce qu'il sera aussi bien que celui d'avant? Et ça, ils vous le font bien sentir. Et moi, j'aime ça parce que c'est ma manière de travailler. Le stress, le bon stress, en fait. Oui, c'est un bon stress et je trouve que c'est nécessaire. Je ne m'imaginerais pas écrire un livre où tout se passe bien, en fait. De commencer une histoire et d'aller au bout. Voilà, je dis, ah, mais ça y est, j'ai fini. Ah, bah, c'était super facile à écrire. Non, en fait, plus il y a d'obstacles dans l'écriture, moi, je pense, plus le livre sera bon. Donc, tu écris, j'allais dire, sous état d'urgence, toujours dans un temps imparti aussi, puisque chaque année, en mai, un nouveau polar sort. Donc, il y a une course contre la montre qui est nécessaire pour activer les neurones et faire peur. Oui, ça oui. C'est mon rythme, en fait. Ça, c'est moi, j'écris un livre par an. J'ai toujours écrit un livre par an. C'est un peu le rendez-vous, en fait. C'est important d'avoir des rendez-vous. Moi, c'est avant l'été. Les gens connaissent. Même quand le livre n'est pas là, ils se disent « Ah, bah, ça va sortir ». Donc, il y a déjà une... C'est rassurant. En tout cas, est-ce que pour faire une analogie finale, c'est de dire qu'il faut avoir les pétoches pour écrire un polar? Oui, la peur est nécessaire, c'est ce qui nous fait avancer. La peur, c'est ce qui fait qu'on est aussi, qu'on existe encore aujourd'hui. L'être humain, si on remonte à un niveau d'évolution, c'est ce qui nous protège. Et oui, elle est nécessaire. Il faut avoir cette petite boule à la fois pendant l'écriture et puis au moment de la sortie où il se passe plein de choses. Mais c'est un moment d'excitation extraordinaire. Donc, premier indice, Franck Thillier a les pétoches quand il écrit. Ça, c'est bon. C'est pour ça aussi que ça peut marcher un bon polar. J'ai marqué la grosse tête, point d'interrogation. Je crois que j'ai ma réponse. Oui. Pas du tout, alors oui, c'est ça. Et comment on fait pour ne pas avoir la grosse tête quand on vend autant? Alors, je pense qu'il y a une partie dans l'éducation, évidemment. Moi, j'ai grandi dans des milieux plutôt simples, en fait. Donc, on m'a
enseigner des valeurs, voilà, qui sont du respect, de ne pas se sentir supérieur, de se mettre... Oui, les gens du Nord, c'est ça. Mais il y a vraiment de ça. La région du Nord, c'est une région qui a beaucoup souffert, en fait, dans son histoire. Donc, c'est des gens qui savent connaissent la valeur du travail. Et voilà, ça m'a toujours été enseigné, cette valeur-là. Après, j'ai eu un métier aussi, j'ai eu cette chance. C'est un métier, mais en tout cas, j'ai travaillé en entreprise. Et donc, en fait, moi, le milieu de la littérature, il est extérieur, en fait. Complètement en dehors de ça. Donc, né à Annecy, donc tu reviens dans le Nord où tes parents habitent et travaillent. Papa et maman font quoi? Alors, ma mère ne travaillait pas, enfin, c'était mère au foyer. Travail. Oui, oui, voilà. Et mon père travaillait dans le câblage téléphonique. Quel genre de gamin, quel genre d'enfant? Est-ce que tu aimais justement jouer à te faire peur? Est-ce que tu regardais des films d'horreur style... moi, je me souviens exactement de Vendredi 13, ah, etc. Oui. C'était quoi? Mais complètement, c'était vraiment... toute mon adolescence, c'était ça. C'est ça. Gamin très réservé, introverti. Je suis encore un peu, d'ailleurs. Ça. Timide? Oui, très, très timide. Presque maladif. Ouais. Et je me réfugiais justement dans ces films d'horreur, dans les livres d'horreur aussi. Enfin, c'était l'endroit où je me sentais attiré par ce genre qui m'effrayait complètement, de vibrer comme ça, de ressentir le frisson. Mais j'étais pas loin d'être terrorisé, en fait. C'est-à-dire, jeune adolescent, vers 13 ans, on veut se confronter à la peur, en fait. Ça fait partie de l'adolescence. De se dire, moi je peux affronter ça, toi tu peux pas. Enfin, il y a cette compétition permanente entre les ados, et moi je voulais me confronter justement. Enfin, mon moyen de me confronter à la peur, c'était de regarder des films comme ça d'horreur. Vendredi 13 m'a bien traumatisé, Les Griffes de la Nuit, L'Exorciste. Oh là là, je m'en souviens. Mais il me fait encore frissonner quand je le vois maintenant, parce que je pense que j'étais pas loin du traumatisme tellement. Enfin, j'allais me coucher, j'avais peur d'aller me coucher, je mettais les draps au-dessus de ma tête, tellement j'avais peur en enlevant les draps que j'allais de voir des espèces de diables comme ça. C'était pour te rassurer, pour te dire je peux affronter ça? Oui, alors c'est mon analyse maintenant. Ouais. Alors, quand on est ado, on ne pense pas du tout à ça. Mais ce qui était incroyable, c'était que je savais que j'allais avoir peur, en fait, que j'allais avoir les pétoches pendant des semaines et des mois, et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder, ces films, de me confronter. Donc ça m'a beaucoup perturbé, j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais ado, jusqu'à, je dirais, 29 ans, j'ai fait des cauchemars en fait. Et donc ça m'a beaucoup marqué, je pense que c'est lié effectivement à cette accumulation d'images violentes, hein, parce que c'est assez violent dans les films. Bien sûr, les films. La littérature aussi, les Stephen King qui laissent des images très violentes en tête, et en fait j'accumulais comme ça. Et étant timide, je ne les relâchais jamais en fait. Donc le moyen qu'avait trouvé, je pense, mon esprit pour les extraire et pour se libérer un peu de ça, c'était les cauchemars en fait. C'était un moyen de s'en débarrasser. Et voilà, après il y a eu on va dire l'écriture qui est arrivée, je pense. Est-ce que tu penses aujourd'hui avec le recul que ces images-là, tu les as aussi accumulées dans ton subconscient, et cette impression de peur, ce sentiment que tu connaissais par cœur et qui aussi te motivait, te grisait, est-ce que ça a été aussi peut-être les prémices du polar en fait? Ah oui. Ouais, aujourd'hui j'en suis persuadé. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais cet attrait pour ce genre-là. Il doit y avoir une explication à un moment donné. Ouais. Peut-être faudrait faire une analyse, mais en fait je pense que l'analyse ôterait peut-être justement la magie, le mystère est peut-être le moteur même de mon écriture, enfin, là où je puise mes idées. Donc laissons comme ça. Mais oui, moi je suis persuadé aujourd'hui que ce qui m'a mené à l'écriture, c'est un besoin inconscient d'extraire, de me débarrasser de tout ça en fait. Parce que j'avais aucune raison d'écrire. Enfin moi je veux dire, j'adorais la science, j'ai fait des études d'ingénieur, je lisais mais pas beaucoup en fait, pas tant que ça. Et à un moment donné, je me suis mis à écrire, mais presque frénétiquement. À quel âge? À 29 ans. En fait, c'est là où j'ai arrêté de faire mes cauchemars. Du jour où je me suis mis à écrire, ça s'est arrêté. Études scientifiques, et tu es devenu ingénieur en nouvelles technologies, hein, c'est ça? Oui. On va dire plus... Alors ça, c'est moi, pour embellir un peu en nouvelles technologies. C'est ingénieur en informatique. Voilà. C'est moins glamour tout de suite. Oui, c'était mon métier. Donc j'ai fait le bac, 5 ans d'école d'ingénieur. Et puis après, premier travail en entreprise. Donc c'est quelque chose de très...
scolaire, avec l'importance des études, d'avoir bien conscience, d'avoir de la chance d'avoir un beau métier, parce qu'il y avait beaucoup de travail aussi à l'époque en informatique. On fait juste une petite pause pour vous dire que si vous voulez retrouver nos portraits, nos rencontres aussi authentiques et sincères que celle-ci, eh bien, venez vous abonner sur Entre vous et moi, laissez-nous un petit like, un commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Être assis à un bureau, c'était pas forcément ton trip. Non, ça je l'ai vu après. J'avais toujours en tête ces histoires en fait de films, Ah oui, ça ne te oui, quittait non, pas, non, en non, fait, non, hein. non. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ces histoires, c'est la capacité qu'avaient des auteurs, donc des écrivains, des réalisateurs, de nous transmettre tout ça, en fait, de transmettre des émotions, de nous faire voyager. Je trouvais ça extraordinaire. J'arrêtais pas de me dire, mais comment ils font, enfin, comment Ouais. Stephen King, qui a 10 000 km de chez moi, il est en train, là, en ce moment, de m'effrayer. Ouais, c'est ça. Et il ne sait même pas que j'existe, en fait. Et ça m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que quand j'étais derrière mon bureau, ben voilà, j'étais face à mon truc, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aimerais bien toucher des gens comme ça, et j'arrivais pas à faire mes programmes informatiques. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, si j'essayais peut-être de faire ce qu'eux faisaient, en fait. Bon, déjà, l'informatique, ça fait un peu peur, donc Oui, c'est pas si loin que ça, quoi. c'est vrai qu'on peut effrayer pas mal de gens. Moi, la Ça donne première. mal à la tête aussi. Mais oui, j'avais un peu cet enfermement me gênait. Une des raisons pour lesquelles je pense que je suis allé vers l'écriture. Cette même imprimante de ton bureau qui a servi à imprimer ton premier livre. Oui, C'est ça, hein? oui, oui. Donc là, si ton patron t'entend, Ah oui, non, mais faut qu'il le sache. C'est ça. On balance maintenant. On balance, ouais. Il y a prescription. Ouais, j'avais imprimé au bureau. J'ai attendu que tout le monde parte. Hop, j'ai imprimé. Parce qu'il y avait quand même 500 pages à imprimer. Énorme. Ça allait vite, c'était une imprimante laser et tout. Oui, donc c'était assez rigolo cette période où j'avais mon métier. Et puis, quand je rentrais chez moi le soir, je me mettais à écrire. Donc la transition était compliquée. Donc, Ouais. et par contre, la magie, c'était qu'une fois dans le livre, ça y est, j'étais avec mes personnages et j'oubliais tout le reste et j'étais dans le livre. Mais c'était le premier et je ne savais pas que ça se passait comme ça. En fait. Donc il y avait déjà quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler, qui est au fond de moi et qui fait que quelque part j'étais aussi fait pour ce métier-là, qui fait que aujourd'hui j'écris encore. Donc le premier, c'était Conscience animale. Oui. Le livre Introuvable, alors ça c'est C'est très rigolo parce que... Et que ça se revend à un prix incroyable. Oui, il est sorti en 2000, j'avais pas trouvé d'éditeur, très compliqué. Personne ne voulait te Personne prendre. n'en voulait. Après le livre Ça n'était se pas mordait le terrible, doigt, surtout. franchement. Je suis bien content qu'on L'histoire de ne le cannibale, trouve non, plus. ou- Oui. C'est ça. Et donc j'avais trouvé un éditeur internet, toute petite maison, et il avait quand même imprimé les exemplaires papier parce qu'il disait, bon voilà, déjà... il y aura personne va le lire, mais on va quand même écrire des... Il le savait. Oui, Il le il le sentait. savait. Donc je pense qu'il y a, en France aujourd'hui, il doit y avoir 200 exemplaires, 200 ou 300 du livre. Et les gens, ils le veulent, quoi. En fait, ils sont dingues. À chaque fois que je vais en salon, ils le traquent comme un... Et j'adore ça, en fait, parce que je pourrais le ressortir, en fait. J'ai tous les droits. Si demain j'appelle si je le dis à ma maison d'édition, ils vont être fous. Ils vont dire, Ah bah bien sûr. eh oui, allons-y, 180 000 exemplaires. Mais moi, j'adore cet effet un peu... ça fait un peu une légende urbaine, parce qu'on se demande même s'il existe. Ça veut dire quoi quand on fait une pause là-dessus? C'est qu'aujourd'hui, Franck Tillier est celui qu'on connaît, et quand il publie son premier livre, personne ne veut de lui. On en tire quoi, ça, comme leçon? Alors, déjà, la persévérance, c'est important. C'est-à-dire, et moi, c'est ce que je dis beaucoup de gens demandent des conseils dans l'écriture, et dire que c'est quand même un parcours compliqué, parce que déjà, il faut écrire le livre, ce qui est quand même quelque chose de complexe. Et après, c'est que le début du parcours, parce qu'une fois qu'on a le livre, c'est-à-dire avoir le livre, c'est avoir un fichier sur un ordinateur. Une fois qu'on a ça, il y a encore beaucoup de chemin, il faut trouver un éditeur. Est-ce qu'on se dit dans un coin de sa tête, un jour, on m'ouvrira la porte? Alors ça, je me le suis dit avant la publication du premier, c'est-à-dire de Conscience animale. En fait, ce qui m'a mis à l'écriture, enfin, hormis le besoin impulsif d'écrire, c'est de me dire, mais ça va marcher, en fait. Mais vraiment, j'y croyais comme... Croire en soi. Croire en soi, et je me dis, mais de toute façon, je vais avoir plein de lecteurs, ça va marcher. Or, voilà, j'écris le livre, et puis je me heurte à un mur qui est celui de recevoir des lettres, de 2 lignes qui disent, voilà, ceci, cela. Votre manuscrit ne rentre pas, ne nous intéresse pas. Donc déjà, on se dit, on se prend une claque. Mais la deuxième claque, c'est qu'une fois qu'il est publié, c'est qu'on n'a pas de lecteur. Parce que déjà, il faut être publié.
Mais ouais, parce qu'en fait, le livre existe, mais vous n'êtes personne, les gens ne le connaissent pas. Même s'il est en papier, que va faire le libraire? Celui qui aura accepté d'en commander quelques-uns, il va aller le ranger. Donc, qui, en tant que client, qui rentre dans la librairie, il va dire, tiens, je vais aller acheter ce livre d'un auteur inconnu, rangé là au fin fond d'un rayon, alors qu'il y a tous ces livres qui sont là devant, dont on sait qu'ils sont bien. Et c'est ça, en fait, on comprend que c'est ça, que ça va être ça le livre, en fait. Et là, on se dit, bah ouais, mais non, en fait j'ai aucune chance. Ça ne marchera pas, mais en même temps, de se dire, je vais continuer parce que je vais essayer quand même d'aller contre ça, en fait. Enfin, il y avait les deux. En tout cas, les premiers retours sont très positifs. Et ça a du sens. Oui, c'est... et encore aujourd'hui, c'est ce qui donne l'énergie, en fait, de continuer. C'est de voir un lecteur qui vient et puis qui va vous dire, mais je l'ai lu, il y a quelque chose, continuez. En fait, c'est des encouragements. Et c'est vrai qu'il y a toujours une période de découragement aussi dans l'écriture, et notamment au début. Et à l'époque, tu travailles encore, du coup? Oui. Évidemment. Donc, c'est plutôt un loisir, en fait. Oui, un loisir très consommateur de temps, en fait. C'est ça, très, chronophage. Très chronophage, incompris aussi. Ouais. Oui, parce que ça empiète... sur ta vie de famille? Oui, sur la vie de famille. Qu'est-ce qu'elle dit, ton épouse? De se dire un peu ça, c'est-à-dire de... À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert, mais ça prend tout le temps, parce qu'en fait, c'est très expansif, c'est-à-dire où il n'y a pas de limite à écrire, et puis on repasse toujours sur les pages, ça prend de plus en plus de temps, on a envie d'y retourner dès qu'on a un peu de temps libre. J'écrivais même le midi, partout, en fait. Elle a cru en toi, elle, ton épouse? Oui, après, elle m'a encouragé, parce que elle m'a toujours encouragé, soutenu. Sauf quand elle râlait parce que tu n'étais pas là le dimanche. Oui, voilà, c'est toujours il y avait toujours l'ambivalence. Mais y croire. Oui, d'y croire. Je pense que c'est le moteur. Il faut y croire tout le temps, et encore aujourd'hui, oui, pour que ça continue. Deuxième livre, Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors le titre, Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est horrible comme titre. Enfin, c'est un titre étrange. C'est mystérieux, ouais. Oui, alors l'anecdote est très, très amusante parce que donc j'écris ce livre qui s'appelait L'Ange Rouge. Je l'avais appelé L'Ange Rouge. Et je l'envoie, pareil, comme Conscience Animale, à plein de maisons d'édition. Refus, je refais des vagues comme ça. À chaque refus, je renvoie. Une bonne leçon de t'entendre. Oui, ça va aider beaucoup de monde. Oui, parce qu'en fait, c'est de la persévérance. Et puis un jour, mais longtemps après, il y a eu 6-7 mois après, 6-7 mois de refus, quelqu'un m'appelle et me dit, ah ben voilà, on est une petite structure, vous avez envoyé le manuscrit à l'ancienne adresse. Et il me dit, maintenant, je travaille à La Vie du Rail. Donc La Vie du Rail, c'est l'éditeur qui publie tous les beaux livres sur les trains. Mais j'ai créé une petite structure de polars chez La Vie du Rail. Je suis tout seul et je publie des polars. Et il me dit, j'ai beaucoup aimé votre roman, mais il se trouve qu'en fait, pour que ce soit publié dans La Vie du Rail, il faut que ça parle de train, il faut qu'il y ait train dans le titre. Il n'y avait aucun des deux dans mon livre. Donc mais il dit, j'ai adoré, donc il dit, on va trouver une astuce. Et en fait, c'est très rigolo parce que le Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est là où j'ai créé mon personnage de Charcot, qu'on retrouve encore dans les... Pas dans celui-là, mais dans personnage devenu emblématique. Et en fait, l'astuce qu'on a trouvée, c'est que Charcot, il est fan de locomotives miniatures. C'est-à-dire, voilà, ça ne parle pas du tout de train, donc le personnage, on va en faire c'est un grand flic du 36 qui voit des morts tous les jours et il regarde ces petits trains tourner comme ça. Et en fait, c'est génial parce que ça a ajouté finalement ce rajout, pour être publié là, a créé cette dimension très humaine chez Charcot. Les lecteurs ont adoré de voir ce flic, ce grand flic, regarder ces trains tourner. Donc il y a une belle histoire derrière. Tu crois aux rencontres, aux petits moments de la vie qui font tout exploser et tout changer et qui te donnent une autre impulsion aussi? Oui, puisque là, un Train d'enfer, ça résonnait d'un hasard complet que ça atterrisse à cet endroit-là. Puis en plus, c'était un moment où vraiment je commençais à me décourager, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette impulsion-là, moi, j'avais en plus, encore une fois, j'avais commencé à écrire La Chambre des Morts, qui est le suivant. Parce qu'en fait, le temps d'attendre une réponse, c'est horrible. Et j'avais besoin de le remplir avec de l'écriture. Donc je me suis dit, je vais me lancer en espérant que ça marche. Et il se trouve que voilà, c'est sorti à la Vie du Rail, Train d'enfer pour Ange Rouge. J'ai eu un peu plus de lecteurs, mais encore une fois, ça c'est resté très confidentiel. Et donc, ce que je me suis dit, je vais finir La Chambre des Morts. Mais si ça marche pas, j'arrête. Et voilà, donc c'était vraiment Oui, il y a eu un moment de doute qui s'est joué, je pense, à Chambre des Morts. J'ai eu la chance qui s'est passé, voilà, la belle histoire avec ce livre, mais j'aurais arrêté, je pense. Ça aurait été dommage. Ça tient à un fil. Hein. À un fil, oui, vraiment. Oui. Il faut plein de choses, en fait. C'est un mélange
il faut du travail, il faut un peu de talent, et il faut du hasard. Il faut une étincelle aussi. Et c'est les trois qui font que ça fonctionne. Mais la partie travail reste quand même toujours la plus importante. Et ça, beaucoup d'artistes le disent. Évidemment. Et donc, tu en as parlé, La Chambre des Morts, qui sort en 2005 et qui, là, est un énorme carton, avec de nombreux prix, Quai du Polar, prix SNCF, on est encore dans le train, justement. Et là, tu arrêtes de travailler, parce que tu peux vivre de ton écriture. Et là, on se dit quoi? Oui, alors je me souviens très bien de l'acte d'écriture de la lettre de démission. Parce qu'à un moment donné, il faut passer par là. Et c'est quelque chose de très... ça fait mal au cœur d'écrire ça. Enfin, c'est encore une fois très ambivalent, parce que mal au cœur à la fois de l'écrire, et ça procure une joie parce que ça va être une libération. Mal au cœur parce qu'on se dit, bah, c'est quand même un métier que j'aimais. J'ai fait toutes mes études pour ça, mes parents ont payé pour que je fasse ces études-là. Et de se dire, bah oui, je quitte une sécurité en fait. La sécurité de l'emploi, un salaire, d'être dans une entreprise, à me réveiller chez moi le matin sans plus personne qui va me dire ce que je dois faire. Et si je fais rien, j'ai pas de sous. C'est un peu ça le truc. Et c'est vrai, il fallait que je le fasse à la Chambre des Morts parce que y a une belle histoire avec ce livre. Donc pareil, je l'écris. Difficile de trouver un éditeur. Et je finis par en trouver un petit, mais moins petit qu'avant. Mais quand même un vrai éditeur avec une vraie structure, une vraie distribution. Et un succès complètement inattendu du livre. Et puis un emballement aussi médiatique. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'audace? Faut oser faire ça, faut oser se dire je sors de mon confort et j'y vais, je suis cette intuition qui me pousse à y croire. Oui, il faut quand même y croire à un moment donné. Coup de chance, alors coup de chance, c'est amusant avec ce roman parce que c'est une histoire qui se passe dans le Nord en fait. Je cite Maubeuge, je cite Dunkerque. C'est chez nous ça. C'est chez nous. Mais en fait je me dis, mais au moment où j'ai terminé le livre, on parle beaucoup de tueurs en série américains, il y a des auteurs à succès français, qui, je pense à Maxime Chatham, tout ça, qui écrivent des histoires aux États-Unis avec le FBI, dans des décors incroyables, de vie incroyable. Puis moi je me dis, mais je suis là avec mon livre qui se passe à Maubeuge. Les petits flics. Aucun éditeur ne va vouloir de ce livre. C'est pas du tout glamour, quoi, en fait. Et en fait, c'est une belle leçon parce que ça a été le contre-pied complet. En fait, ce qui a fait le succès du livre, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est cette proximité, cette histoire bien de chez nous, mais avec une écriture un peu à l'américaine, qui était ce que j'aimais, en fait, dans la construction des films et des livres. Et ne pas oublier d'où l'on vient, en fait. Et ne pas oublier d'où l'on vient. En fait, c'est une histoire qui parle des gens qui pouvaient être les voisins, des flics qui étaient ceux qu'on pouvait voir au coin de la rue. Tout de suite, ça a résonné, ça a parlé aux gens, et les gens ont eu envie de le lire. Les libraires aussi se sont dit, mais tiens, on tient quelque chose. Et ça, c'était assez nouveau. Mais je ne savais pas, j'étais complètement inconscient de ça. Et finalement, la faiblesse est devenue une force. Oh, j'aime bien les gens du Nord, moi. Ouais. Putain, il y a que ça de bon. Et bien justement, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ça aussi le mystère Tillier, c'est ça aussi la patte Tillier. C'est à la fois un pied dans le grand monde et un pied dans sa vie qu'il n'a jamais oublié, la vie de ses cauchemars, de ce petit môme qui avait peur la nuit. Oui, je pense qu'il y a un mix des deux, effectivement. Mais aussi ce qui touche, je pense, dans toutes mes histoires, et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est cette humanité qui se dégage des personnages, qui sont des héros, ça reste des héros de livre, c'est-à-dire des gens qui sont capables de porter une histoire sur 400 ou 500 pages, mais qui restent, donc des héros, mais qui restent très humains, en fait, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Encore une fois, dans les secrets d'écriture, c'est l'empathie le plus important. Qu'est-ce que vous faites quand vous ouvrez un livre que vous ne connaissez pas? La première chose que vous voyez, c'est vous rencontrez un personnage. C'est une rencontre, en fait. Ce qui se fait dès le début du roman, dès la première page. Et cette rencontre, elle doit marcher tout de suite. Ça doit presque être comme un coup de foudre. Sinon, on passe son chemin. Et donc, il faut trouver le moyen de le déclencher. Et donc, de prendre des personnages comme ça et de se dire, mais comment ils vont réussir à s'en sortir? Et anti-héros aussi. Anti-héros aussi, oui, c'est... on aime... C'est des personnages qu'on veut suivre parce qu'on partage leur souffrance. Il y a aussi un aspect dans les émotions. Moi, j'aime bien étudier un peu comment fonctionne le cerveau. Et c'est de comprendre comment un livre peut autant nous emporter. Quand un personnage a mal dans le livre, on ressent presque le mal c'est un peu de physique. Aussi. Oui,
Et Il faut avoir ressenti des choses pour pouvoir les oui, écrire. il y a aussi le truc du cerveau, des neurones miroirs en fait. C'est-à-dire le neurone miroir, c'est que vous allez voir quelqu'un pleurer et vous allez avoir envie de pleurer parce que vous savez pourquoi il pleure. Et en fait, ça fait exactement la même chose avec les personnages de papier, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire avec des mots écrits sur des feuilles, vous réussissez à faire pleurer les gens, à les émouvoir, à leur faire peur. C'est la magie. Et moi, je pense toujours à ça plus qu'à l'exercice d'écriture, de se dire un livre, ça procure ça, une magie comme ça qui est inégalable. Est-ce qu'on peut dire que chez Tillier, il y a du sadisme? Parce qu'il faut quand même être un peu sadique pour faire peur comme ça. Mais il y a aussi de l'hypersensibilité. Oui, il y a les deux. Parce que ça fait partie du genre. C'est-à-dire le lecteur qui ouvre un thriller, c'est une montagne russe. Il sait il rentre dans un manège à sensation et qu'il va avoir des périodes calmes. Et puis là, répit, et après. Ça va monter, la peur va monter. Et puis le cri, l'effroi. Et donc il sait ça. Donc ça fait partie du contrat de jouer avec ses émotions un peu de l'extrême. Mais sans oublier la part de sensibilité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire là, c'est pour ça que tu gardes ton doudou dans ta... Dans ta quoi? Dans ton meuble? Oui, je l'ai encore. Les doudous, il y a toujours un rapport particulier avec les doudous. Qui est j'ai un doudou. Lune, c'est ça? Oui, Lune. Oui, en fait, c'est le doudou que j'ai eu. Une photo. J'ai des photos de moi quand je suis dans le berceau, il était là en fait. Puis le doudou, on dort très longtemps avec. Et quand on est un garçon, c'est terrible parce que quand on commence à avoir 15 ans et qu'on a encore le doudou, on se dit bon, il y a un problème. On le cache dans la bibliothèque. On le cache, mais il reste là en fait. Mais je l'ai toujours gardé quand j'ai déménagé. Voilà, il est un peu abîmé quand même. Maintenant, mais c'est rare de le garder. Ouais, mais c'est tellement un souvenir fort en fait. Je veux dire, c'est un objet qui nous accompagne depuis quasiment notre naissance. Donc pourquoi s'en débarrasser en fait? Il est plein de souvenirs. Tout est lié à ce doudou. Donc, et c'est vrai que c'est important la partie émotionnelle, de ne pas jouer qu'avec les peurs. Ouais. C'est un peu encore une fois, je parle d'une montagne russe, mais c'est vraiment une partition. Et ça, j'ai appris en écrivant qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la terreur, de la peur, de la violence. Il faut aussi beaucoup d'émotions. En fait, un peu d'espoir. Oui, de l'espoir aussi. Alors ça, les lecteurs me l'ont appris. C'est ça, les lecteurs qui me l'ont dit. Bon, la partition est plutôt réussie. Hein, on essaye. Bon, et après c'est parti. Deuil de miel, La mémoire fantôme, La forêt des ombres, Fracture, la trilogie, qui est un carton également adapté à la télévision. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu restes toi-même? Est-ce que tu as pris un bureau sur Paris ou est-ce que tu es resté à la maison avec les tiens, avec tes amis, avec ta famille, et que tu es resté le même? Oui. C'est important finalement de rester loin de Paris. Paris, pour moi, c'était les rendez-vous, c'était vraiment lié au travail. Donc, moi, j'avais besoin d'être dans mon bureau. Je suis partie des gens qui ont besoin d'un lieu fixe, reconnaissable. Ça me permet vraiment de rester concentré sur mes histoires. Mais c'est vrai que j'ai eu une période, suite au succès de La Chambre des Morts et au livre d'après, très dense, presque, où j'avais le cerveau presque en ébullition. Parce que, en fait, quand on devient artiste ou écrivain, on a peur du vide, c'est-à-dire peur du jour au lendemain de ne plus avoir rien à faire, de ne plus pouvoir en vivre. Et la télé permettait de combler, en fait, l'écriture pour la télé, de combler ces peurs, en fait, avec des projets qui se passaient différemment, puisqu'en fait, vous étiez contacté par un producteur et puis vous donnez des sous pour écrire des choses. Alors que le livre, c'est l'inverse. Il faut écrire des choses et après, on a les sous. Et les sous, on les a pas forcément si ça marche pas. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Alors, et donc, j'ai eu une période comme ça où j'avais trop de travail, lié au succès, lié aux sollicitations. Alors, ça a duré un certain temps. Et après, je pense avec l'âge, un peu avec l'expérience, je me suis aujourd'hui allégé tout ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure, au fil du temps, tout ce qui était, je dirais pas superflu, mais qui mettait en danger mon équilibre. Il faut ne pas avoir oublié d'où l'on vient et surtout avoir une connexion à la terre aussi pour pouvoir s'astreindre à se protéger et à retrouver l'essentiel quand tout peut exploser, non? Oui. Regardez, on voit bien les parcours qui explosent en plein vol dans les domaines artistiques. Tu aurais pu exploser? Non, parce que exploser, mais plus de travail en fait. De burn-out, quoi. Qui est quand même quelque chose de assez sain, c'est-à-dire que je suis quand même toujours resté très loin des milieux nocifs liés à tout ce qui est notoriété. Oui, production, tout ça. Mais j'ai toujours gardé les pieds sur terre et c'est vrai que j'en suis très heureux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, finalement, l'écriture, c'est
ça reste extraordinaire parce que c'est tellement magnifique de pouvoir vivre, écrire des livres et puis de rencontrer des lecteurs. Mais ça fait partie de ma vie comme quelque chose, je dirais, presque de normal en fait. Et donc à partir de là, les titres s'enchaînent, notamment Labyrinthe et Faille, les derniers, et puis le petit dernier, Norferville, en un seul mot, bon allez, en 3 mots, 4 mots. C'est quoi, à ton avis, ce livre? Comment tu le définirais? Alors en 3 mots, ça marche bien, c'est Nord, Fer et Ville. Ok, tu t'en sors bien, alors en 4. C'était facile. Il y a Enfer d'ailleurs. Oui, Enfer en plus. Ouais. Non, c'est... je le caractériserais comme un huis clos extérieur. Ouais. Là, c'est une ville qui est complètement isolée dans le Grand Nord québécois. Une jeune Française de Montréal qui est retrouvée assassinée près d'une réserve autochtone. Sur fond de violence faite aux femmes, etc. J'en dis pas plus. Tu es allée en Gaspésie il y a quelques années au Québec et évidemment il y a un peu de ce voyage-là dans ce livre-là. Oui, je pense que c'est vraiment ce qui a inspiré cette... Enfin, en tout cas, le décor, la nature. En fait, c'était la nature. Moi, je suis très nature. Ouais. Je ne cherchais pas une histoire du tout. J'étais en vacances. Je me suis dit, c'est un décor incroyable. Il peut se passer plein de choses à ces endroits. On peut se perdre, on peut mourir de froid, on peut se débarrasser d'un corps dans une forêt. Comment on va le retrouver? C'est impossible. Comment tu penses à des trucs pareils? Oui, voilà, ça c'est mon... Moi, je suis allée au Canada. J'ai vécu au Canada. J'ai jamais imaginé qu'on pouvait enterrer un corps. Et ça, c'est mon... On va dire déformation professionnelle. C'est ça. Et puis le Québec, ça parle aux Français en fait. Enfin, il faut aussi les gens, même s'ils n'y sont pas allés, voilà, c'est un pays, c'est une province francophone, donc il y a cette relation. Il y a Céline Dion, tout ça, vous voyez. Il y a des liens comme ça. J'avais le décor, il n'y avait plus qu'à écrire l'histoire. Et c'est comme ça que c'est né en fait, Norferville. J'ai vu que les premiers lieux où tu as signé, où tu as rencontré ton public, c'est dans le Nord. Oui. Avant même la sortie du livre. Qu'évidemment, certainement, tu iras à la librairie de Dunkerque chez notre ami Christophe. Oui. C'était important, ça aussi, d'honorer ta terre, ton Nord, les habitants du Nord. Oui, oui. Oui, j'ai un vrai attachement avec le Nord, évidemment, ma région, que j'essaye de défendre. Même il y a une proximité incroyable avec les lecteurs. Ouais. Ils viennent tous les ans, je me déplace à plusieurs endroits dans la région, ils sont là. Donc je sais qu'ils font des kilomètres, ils m'ont déjà vu, alors pourquoi ils reviennent? Il y a un attachement vraiment très, très fort. Ils étaient là dès le début, en fait. Et puis les libraires, je les connais parce que ça s'est fait au fil des années. Des petites librairies qui m'ont accueilli au début, où j'étais très heureux d'aller, quand on parlait tout à l'heure, où personne ne voulait liser mes livres. Il y a ces libraires-là qui m'ont dit, viens, moi j'ai envie de te défendre, même si personne ne te connaît. Et ça, tu ne les oublies pas. Oui, c'est important parce que c'est grâce à eux. Et c'est vrai qu'on parle de Christophe, qui tient une librairie dans le Nord, voilà, à Dunkerque. Typiquement, ça fait partie vraiment des belles rencontres. On va répondre brièvement à quelques petites questions. Si je te dis Christopher Nolan. Oui. Ça, c'est le rêve. Oui, j'adore Christopher Nolan. Tu aimerais qu'il adapte un de tes livres? Oui, ça serait... Évidemment, donc Christopher Nolan. Alors, en plus, je pense que certains de mes livres, ça pourrait vraiment lui plaire, donc on va essayer de le... On croise les doigts. Mettre ça entre... Il est venu à Dunkerque, en plus, quand il a tourné. Oui, Dunkerque. Mais je l'ai raté, j'étais en tournée. Merde. Ton mot préféré? Alors, nuage, c'est bizarre comme mot. Et c'est un mot très léger, je trouve, nuage. Il est aussi léger qu'un nuage, donc c'est un mot, dans sa construction même, il représente bien ce qu'il est. Voilà. C'est très joli. C'est la première fois qu'on a nuage, tiens. Ah oui. Le mot que tu détestes? Violence, par exemple. Ton gros mot? Merde. Merde, ouais. Tout simple et efficace. Ta musique préférée? Mis à part Céline Dion. Oui, j'ai beaucoup écouté Céline Dion en écrivant. J'aime bien les musiques celtiques, irlandaises. Je pense par exemple, je vais citer comme ça, aux Cranberries par exemple. Ouais. Hommage en plus. Oui. Ouais. Et puis, allez, juste un petit détail sur celui qui va sortir en mai prochain, puisqu'il est déjà, j'imagine, en cours d'écriture. Il va sortir en mai 2025. Allez. Une nouvelle aventure de Charcot et Lucie et toute l'équipe qui va se passer dans le milieu de la psychiatrie très lourde. Et on retourne dans le Nord ou pas? Est-ce qu'il passe dans le Nord? Oui. Tu les fais passer dans le Nord. Il faut que je les fasse passer dans le Nord. Non, obligatoirement. Je vais dériver un peu. À un moment, oui.
Bon, je vais modifier mon histoire. Eh ben merci. C'est un plaisir, merci. C'est un plaisir, merci. Merci. Ah ben ouais, il faut qu'il passe dans le Nord. C'est Merde. vrai. Ah, merde. C'est pas possible autrement. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.